We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ho ho ho! Merci les enfants! Tote, Chevonne, Carotte et El Pouillou! Vous participez au Tipeee de la Voix des Bulles. Vous avez été sages, vous aurez de nombreux cadeaux. Les autres, allez tous crever! Ho ho ho! We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui bourre les lutins. Non, la haute. Je voulais dire la haute. Je suis désolé. C'est la fatigue. C'est un peu compliqué en ce moment. Je suis One A Pied et nous sommes ensemble pour à peu près 1 heure pour parler de bande dessinée. Et c'est ça, la haute, pleine de BD. Enfin, vous comprenez un peu la blague. Ouais. On nous a déjà dit que nos blagues avaient un peu baissé de niveau. Alors, on va essayer de se remettre un peu à top qualité. Ouais, et pour ça, j'accueille Thio pour améliorer la qualité des blagues de cette émission. Bonsoir. Et Tizak. Oui, voilà. c'est pas sûr qu'on améliore la qualité des blagues, mais on va quand même le faire. En même temps, moi j'ai connu des lutins. Depuis on s'est pas revus. En théorie, cette émission, vous pourrez la passer pendant votre réveillon. C'est vraiment, bon, je vous avoue, vous avez un peu une vie de merde si vous nous écoutez dans votre réveillon. Ou alors que vous avez des amis qui ont des goûts de qualité. Absolument. Voilà. Ou que vous faites partie du cercle de nos intimes. Mais comme on l'a... Alors là, surtout, j'imagine bien, c'est le repas de famille. Qu'est-ce qu'il dit le monsieur avec les lutins? Qu'est-ce qu'il fait aux lutins? C'est rien, mamie Germaine, c'est rien. Mais comme on l'a annoncé à nos tipeurs, on a une vie un peu compliquée en ce moment, surtout le dictateur que je suis. Moi aussi, Et donc j'ai un il est petit peu possible que début janvier, enfin on verra, ce sera un peu dans des dates aléatoires. Dans cette émission... Il faut que tu finisses ta phrase, puisque là, du coup, cette phrase en fait, Pierrick, parce que ça sera une date aléatoire, mais pour faire quoi? Pour publier cette émission, donc vous nous écoutez... Ah, voilà, parce que finis ta phrase. On s'en fout, c'est du podcast, vous nous écoutez peut-être en 2020. Non, parce qu'en fait, j'ai prévenu les tipeurs parce que ce sera plutôt début janvier. Mais pour faire quoi? Bon, bref, quoi qu'il en soit, là, on s'est concentré sur l'essentiel, la quintessence de notre podcast. Le vein. Le truc qui est pur. Alors, il y en a un soir qui a la tisane, l'autre qui est en train de finir son café. On a quand même 2 bières sur la table. Mais franchement, le niveau baisse. On a vraiment décidé d'améliorer l'humour de cette émission. Non, mais on est malade. Je crois que c'est la fatigue. Bon, alors, on a que des chroniques ce soir, pas d'express. On va vraiment être au cœur du cœur. On va vous parler d'Alexandrin, du Voyageur, Alexandrie. du Batman de Marini, parce que c'est le nom que tout le monde lui donne, du tome 2 de 999, du tome 2 de Gant Noir, et on finira en parlant du Walking Dead numéro 28 et pas en express parce que c'est un peu la fin d'un cycle et que c'est intéressant, je pense, de faire un petit point. Parce qu'il se passe des choses. Arrivé à ce stade-là. Bref, allez, on enchaîne. Alors Alexandrin. Eh bien, Alexandrin, c'est bien, c'est beau, c'est neuf. On a un certain Alain Cocor et un monsieur Pascal Rabaté qui se sont rejoints pour nous proposer ce bouquin. Alors, de quoi nous parle Alexandrin, dont le sous-titre est « L'art de faire des vers à pied ». Vers VRS. Eh bien voilà, comme tout est dit sur la couverture, je m'arrêterai là ou presque. C'est-à-dire que. Eh bien merci pour cette chronique. C'était fort sympathique. Donc voilà, on est dans une bande dessinée qui va nous parler de poésie, qui va nous parler d'une personne qui fait de la poésie et en nous offrant une BD très poétique pour le coup. On va suivre donc un vieil homme. Enfin, un homme qui commence à devenir vieux, qui parcourt un petit peu tous les chemins possibles à travers la ville pour vendre sa poésie en faisant du porte-à-porte. C'est comme ça qu'il vit. Il ne fait pas la manche. Et puis un jour, il rencontre un enfant qui est en train de fuguer. Et sa vie va changer forcément, puisque du coup, il va prendre ce jeune enfant sous son aile et il va le former à la poésie. Donc on est dans une espèce de conte moderne, contemporain, mais quand même avec cette touche de poésie qui va venir contrebalancer la dureté du quotidien et du réel. Voilà donc pour le pitch général de cette bande dessinée. En ce qui concerne maintenant son contenu, moi j'ai trouvé le scénario
très sympathique, très agréable. On est sur, on va dire, une sorte de road movie, même si c'est sur une version raccourcie du road movie. Il marche pas très loin. Il marche pas très loin, mais on est sur cette déambulation entre ces deux personnages, leur vie au quotidien. Mais voilà, aussi tout ce côté poétique, c'est-à-dire qu'ils ne font pas que des vers, parce qu'il faut savoir donc que le personnage principal, le petit vieux, ou le grand vieux d'ailleurs, Des petits airs de Jean Rochefort. Hein. qui a des petits airs de Jean Rochefort, absolument. Passe sa vie à ne parler qu'en faisant des vers, qu'en faisant des alexandrins. Pour lui, c'est un mode de vie. La poésie, c'est pas un travail. La poésie, c'est un art de vivre. Il fait ça en permanence, au quotidien. Ce qui lui apporte, malgré sa condition sociale un petit peu compliquée, beaucoup de joie de vivre. Beaucoup de philosophie finalement par rapport aux différentes difficultés qu'il peut rencontrer. Et c'est ce qu'il essaye d'inculquer à ce jeune petit garnement. On a bien compris que cet enfant, il sait très bien finalement comment rentrer chez ses parents, hein, mais il n'en a pas envie. Et il est en quête, il cherche à découvrir tout un tas de choses. Et donc ce petit vieux va essayer de le guider pour que cet enfant se trouve son chemin. Voilà, d'une certaine façon, il parcourt les chemins pour que cet enfant retrouve son chemin aussi. Et tout ça avec des dialogues où ils ne font que de la prose. Voilà, c'est très joli. Moi, j'aime beaucoup le style d'Alain Cocor. Hein. Je veux un peu parler du dessin, parce que c'est vrai que j'ai remarqué que... Non, on ne parle pas du dessin pour l'instant, monsieur, on parle du scénario. Ouais, on va parler des deux. Non, mais c'est vrai que... Les deux sont liés. On botte beaucoup en touche ces derniers temps sur la description des styles graphiques, parce que c'est vrai que c'est difficile en podcast. Hein. Et Alain Cocor, non, t'as qu'à ouvrir le livre, tu regardes. il a un style très éthéré. Il est dans du pastel, un mélange de pastel aquarelle, enfin quelque chose de très éthéré, qui est très doux, qui va jouer sur des couleurs très fines, des personnages qui sont présentés avec assez peu de traits en fin de compte. C'est vraiment la couleur qui va donner de l'épaisseur, de la profondeur à son dessin. Et c'est un style graphique qui se prête beaucoup à la rêverie et donc à la poésie. Un style qu'on avait déjà encensé dans les autres bouquins dont on avait parlé de lui. Et puis Pascal Arbaté, c'est aussi un auteur qui est connu pour son côté un peu poétique en tant qu'auteur. Et c'est vrai que ce mélange, ça marche super bien. Voilà, bon, la couverture est pourrie, ça, c'est un peu le défaut. La couverture elle est moche. Enfin, je vois pas comment. Je ne dirais pas qu'elle est moche, mais c'est pas ce qui reflète le plus Elle représente pas du tout ce que tu trouves à l'intérieur. Bah, c'est cette couverture, on a l'impression que c'est une case de l'intérieur qu'ils ont agrandi, quoi. Non, mais même au-delà de ça, c'est toute cette zone avec le manteau n'apporte rien, quoi. Je veux dire, ça crée une zone à carreaux là qui sert strictement à rien. Voilà, effectivement, la couverture n'est pas des plus réussies. C'est peut-être le seul point négatif. C'est le seul point négatif. Après, oui, Sans compter en plus que c'est pas du tout la couleur en fait du manteau dans le bouquin. Oui. Là, il est vert très très foncé alors qu'il est plutôt bleu, un peu bleu ciel, bleu azur quoi dans le bouquin. Donc, ouais. Enfin voilà, coup raté. c'est un bon bouquin où on passe un bon moment. On est curieux de suivre cette relation entre ces personnages, de voir qu'il y a aussi des choses difficiles à vivre dans la rue, qui sont juste sous-entendues parce qu'ils s'attachent vraiment qu'au positif. Oui. Et puis cette dépression qu'il y a autour de ce personnage d'Alexandrin, qui est hors du temps en fait, qui n'a pas sa place. On le sent très vite dans ce monde, et c'est pour ça aussi qu'il est à la rue. Oui. Et puis j'ai bien aimé aussi les clins d'œil sur les auteurs de bande dessinée en démarrage. Oui. Le premier porte-à-porte qu'il fait, c'est vers un auteur de BD. Ah oui, c'est vrai. Il lui explique qu'il fait pas de l'art. Et non, c'est vraiment une jolie BD, un beau moment de rêverie. J'ai bien aimé. Mais c'est ça, en fait, c'est la rencontre entre deux rêveurs, au scénario et au dessin. Et ça aurait pu donner quelque chose d'un peu mou, d'un peu trop lent et d'un peu trop inconsistant, alors que là, au contraire, il y a beaucoup de poésie qui ressort en contrepoint par rapport au réel, qui est représenté par ce jeune gamin. Et c'est une vraie réussite, voilà, du début à la fin. J'ai beaucoup aimé le dessin, le scénario est très sympa. Du coup, les textes sont forcément travaillés, puisque pour arriver à produire des alexandrins, ça se fait pas non plus comme ça tous les matins au saut du lit. Donc c'est un joli bouquin, un joli travail, édité chez Futuro, une fois de plus. Ça ferait un bon film français juste un peu chiant. Oui, non mais ça, voilà, pour le coup, il y a des adaptations au ciné qui ne sont pas forcément à faire. Ça, je suis pas convaincu que ce soit une bonne idée. Ouais, enfin après, voilà, les adaptations, c'est pas toujours une réussite. Spirou Fantasio, on en parle tu l'as vu? Tu peux pas en parler sans l'avoir vu. C'est vrai, mais enfin, juste la première image, déjà m'a fait peur. Pour pouvoir en parler et dire que c'est de la merde, t'es peut-être pas obligé de payer 15 €, non? Enfin bon, revenons-en à Alexandrin. Alexandrin pour Noël, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée, vraiment, c'est un bouquin. Moi, je l'ai lu cet après-midi, donc du coup, c'est. Voilà. Vas-y, fini, j'y reviendrai.
Tu y reviendras. J'allais vous couper la parole, mais j'ai décidé d'arrêter. Et vous coupez la parole tout seul là pour le coup. J'ai rien dit. Vas-y, continue. Ok. Alors donc du coup, Alexandra nous parle de faire divers rapide. Moi j'ai trouvé, voilà, comme tu disais, c'est vraiment, je trouve une petite balade un peu onirique. Tu es vraiment dans un monde à part, parce que au niveau temporel, j'ai pas réussi à le situer si c'était dans les années 80, 90, Ouais, 80, 2000. 90, 2000, ça marche. Quoi. Ouais, mais voilà, c'est ça, c'est que t'arrives pas à savoir Non, exactement. Alors, ça si, marche sur les 2 dernières décennies. Quoi. à un moment donné, t'as le pistolet de la NES, mais c'est tout. Je me rappelle pas de ça. Quand tu vas chez la vieille dame, en fait. Ah, Que tu rentres dans la chambre d'enfant, t'as le pistolet de la Et en NES. même temps, c'est le pistolet. Enfin, on sait que du coup, les années 80 sont loin derrière. Voilà, c'est ça. Mais sinon, pour tout le reste, tu te dis, c'est quand? Bon, ouais, voilà, Je c'est sais du pas. contemporain. Quoi. Mais voilà, c'était une belle balade onirique. Je me suis vraiment bien régalé. Le petit twist final m'a bien plu. Voilà. Donc je voulais juste revenir, en parlant d'adaptation ciné, Pascal Rabbaté avait déjà adapté lui-même un de ses bouquins, Les Petits Ruisseaux, en film, qui avait été un beau succès apparemment, je ne l'ai pas vu. Hein, Ça fait mais quoi, les rivières pourpres? non, Les Petits Ruisseaux, c'est la suite. Non, c'est ce qui précède. Parce que les petits ruisseaux sont les rivières. Ça fait des grosses Donne rivières. Les Petits Ruisseaux donnent les rivières pourpres. Ouais. Voilà. Donc il pourrait, ou peut-être même que c'est un scénar de film, j'en sais rien, mais ça se passerait bien. Voilà. Quelque chose à ajouter, les amis? Oui, c'est une bonne sélection pour Noël. Ouais. Voilà. Oh. Jusqu'au coup de cœur ou pas? Moi non, donc ça Bah voilà, tout de donc suite, merci mais... d'avoir posé la question, Pierrick. Mais non, mais c'est bien de donner déjà votre avis. Non, Vous- je n'aurais pas forcément donné un coup de cœur. Non, Voilà. on est un peu à la limite parce que j'ai quand même une bonne faiblesse et pour Cocor et pour Rabaté. Et le sujet m'a plu et le traitement m'a plu, mais j'irai peut-être pas jusque-là. Mais je trouve que c'est vraiment un bon bouquin en one-shot à offrir. Oui, complètement. Voilà. Quand tu cherches des fois des idées cadeaux, c'est Ouais. des séries qui sont pas, Exactement. qui font pas 40 tomes en bouquin. C'est ça. C'est un bon Alexandra, choix. c'est un bon choix. Corinne Chadmi a écrit, dessiné Le Voyageur aux éditions Ici Même. C'est un petit pavé fort sympathique, papier. pavé, Ouais, hein, il fait ses 160 pages. Hein, Ouais, normal quoi. Donc, assez sympathique, qui est très très mystérieux. Nous allons suivre donc un voyageur. On voit un gars avec un sac, genre sac de marin, qui Ouais. fait du stop. Et puis, quelqu'un le prend. On a l'impression d'être dans années 20, années 50, je dirais, dans ces eaux-là. Côté un petit peu mafieux, tout ce que tu veux. Et on se rend vite compte que le gars qui le prend en stop est un vendeur de Bible, hein, mais qui est peut-être pas si sympathique que ça. Il est plus VRP que prêtre. Voilà, et qu'il va essayer de faire un coup vache au voyageur parce qu'il veut savoir ce qu'il y a dans son sac qui a l'air si précieux. On va le découvrir très vite, mais nous allons surtout découvrir que le voyageur est immortel. Je vous ai un peu spoilé le premier chapitre de cette BD, mais on peut difficilement... Non, mais en fait, c'est le pitch. voilà. On est obligé parce que ça reste quand même l'intrigue principale puisque tout le long du bouquin, on essaye de récupérer des indices sur pourquoi il se balade, qu'est-ce qu'il y a dans son sac et pourquoi est-ce qu'il est immortel. Quelle est sa mission finalement dans cette immortalité. Donc Voilà. on est obligé de vous parler de l'immortalité. Voilà, on va même vous dire ce qu'il y a dans le sac, c'est de la poussière. Du sable. non mais toi tu spoil Non, je tout, spoil, par c'est du contre. sable. Vas-y, Mais pourquoi est-ce raconte qu'il se la fin balade avec du aussi. sable Dis qu'à la fin il y a tout l'univers qui meurt. Donc on se dit, ils vont nous faire un truc à la... Puis il y a des à Ewoks aussi. la Highlander où on va avancer dans le temps, dans toutes les époques historiques, tout ce que tu veux. Deuxième chapitre, nous sommes dans le futur. Bah Et oui, boum, ça bouge. Et en fait, de chapitre en chapitre, on avance dans le temps, on se retrouve de plus en plus loin dans le futur et on voit que la Terre part en vrille. L'homme est en train de la détruire, la Terre dépérit. Et c'est vraiment, mais les conditions de vie sont de plus en plus déplorables. Et le voyageur, on ne sait pas Quelle ce est qu'il sa mission? cherche, quelle est Qu'est-ce sa qu'il fait mission, jusqu'au jour où il va s'attacher à des humains normaux. On va découvrir qu'il y en a d'autres comme lui aussi. Quel est leur objectif? Qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils sont là? Et tout ça est révélé dans le chapitre final. Ce que la décision définitive du voyageur est donnée dans l'épilogue. C'est de la SF assez mystérieuse, Ouais, beaucoup de mystère, ouais. assez ésotérique, qui pose beaucoup de questions sur ce que l'homme a fait, sur jusqu'où il va aller. C'est une sorte d'extrapolation de l'horreur qu'on amène sur Terre, avec un style très ligne claire, mais à l'américaine. Une ligne claire à l'américaine qui marche très très bien, qui colle très bien à une sorte de froideur
au niveau de la SF. L'auteur vit aux États-Unis. Alors que bon, les couleurs restent très chaudes la plupart du temps parce qu'on est dans de la chaleur, etc. Mais il y a une froideur dans le trait qui serait C'est-à-dire que très bien le aussi. personnage est froid. Oui, Très très laconique. Il a à peu près aucune expression sur son visage. On a l'impression qu'il fait tous ses gestes au ralenti. Ces deux yeux là qui sont pas verrons, mais Ouais, il y en a un noir il y a et un truc particulier sur ses yeux. Ça vient renforcer encore le côté un petit peu particulier, fantastique, un petit peu ésotérique de C'est la parce qu'il chose. pouvait pas faire de flashback sur le regard quand il croisait un autre comme lui. Il a dû trouver une autre technique. Donc voilà, non, c'est flashback, mais c'est n'importe quoi. c'est très bien. C'est un zoom, c'est ça que je voulais Merci, dire. Pierrick. Donc c'est très sympa comme petite balade, comme petit voyage. C'est très bien raconté surtout. Et ça nous tient en haleine. On a envie de savoir. Oui. On a envie de connaître les tenants et les aboutissants de cette histoire-là. Donc, partant de ce principe-là, malgré un rythme un petit peu lent, on est quand même tenu en haleine. Donc, ça veut dire que le sujet est bien traité. C'est lent, mais d'un autre côté, le simple fait de découvrir ce qu'est devenu le monde à chaque chapitre t'intrigue et fait que tu restes coincé dedans, en fait. Ouais. Même si l'action est pas trépidante, il y a quelques scènes d'action. Oui. Pour réutiliser le mot flashback comme il faut, il y a un flashback qui nous raconte comment il est devenu immortel. Ouais. Il y a un peu toutes les explications y sont. C'est un bouquin où il y a toutes les explications, par contre. Oui. Alors que il aurait pu laisser des sortes de... Oui, des zones d'ombre. Nous allons non laisser traitées. le lecteur trouver la réponse Ouais. lui-même. Non. Et ça marche très bien. Thio ? Donc moi du coup j'ai pas trop regardé le flashback dans son regard, mais quelque part il y avait quand même. Je trouve que c'est ce qui est super intéressant, c'est que j'ai retrouvé un petit peu du bon livre de SF, Ouais. un peu old school, on va dire dans l'univers qu'on te propose, avec quelque chose qui est assez contemplatif. Il y a quasiment pas beau, il y a très peu de texte finalement, mais juste ça, ça suffit à te mettre une ambiance, à te mettre vraiment une atmosphère et à avoir, on va dire, surtout toutes les réponses au niveau du scénario dans le bouquin, quoi. Et ça, je trouve ça c'est déjà vachement bien parce qu'il y a des fois où tu n'as pas toutes les réponses. Là, il y a tout. On sait tout le pourquoi du comment, chaque truc qui est mis, t'as la réponse après. J'ai passé un super moment en fait. J'étais très surpris par ce voyageur. Surtout parce que le début, le premier chapitre, quand il croise donc le vendeur de Bible, je me suis dit mais c'est quoi? C'est Preacher ça mais mou. C'est quoi ça? Et finalement, non, vraiment, voilà, bonne expérience BD. Moi, je trouve que c'est ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il y a ce côté SF à l'ancienne, où il y a quand même un message de revendication, de crainte, de mise en garde, attention à l'écologie, machin, mais sans en faire non plus des caisses, sans que ce soit un jugement porté sur telle ou telle personne, sur les dirigeants politiques, sur le monde de l'industrie, non, c'est la marche, voilà, c'est la marche du monde. Chacun continue à vivre sa vie, essaye de tirer son épingle du jeu, essaye de survivre. Et malheureusement, d'époque en époque, les choses continuent à aller de mal en pis sans que la progression inexorable de cette déchéance ne soit enrayée. Jusqu'à être très très trash. Il y a des moments où faut s'accrocher. Parce que... Oui, non, mais en même temps... Moi, il y a des moments j'étais... Mais voilà, sur le principe d'un Asimov ou sur le principe d'un Orwell, on est dans une réalité, quoi. Tu vois, c'est très ancré dans le réel, sans compromis, voilà. Même quand c'est trash, c'est pas voyeuriste, c'est pas du gore pour du gore. Là, même là-dedans, c'est froid. Tu vois, c'est sans sentiment. Voilà, c'est un simple constat. Et je trouve que pour le coup, ça a une vraie valeur, ça a un vrai impact. Voilà, c'est très bien traité encore une fois. Bien. Ouais, là, il va nous poser. Alors, toi, tu lui mettrais le petit. Le petit cœur, le petit inférieur à 3. Non, je me le réserve. Ouais, je le mettrais pas forcément non plus. Pour un truc dans l'émission. Pas celle-là. Ah d'accord, je le disais aussi. Parce que dans cette émission, Non, on va en parler après. Il y a des coups de pied au cul, mais pas des coups de cœur. On continue avec Mister la chauve-souris, quoi. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, hein, Batman. Donc là, c'est un certain Marini qui se lance dans l'aventure du Batman.
Alors, on a un Batman qui est donc sur les traces du Joker, histoire de faire dans la nouveauté, qui cette fois-ci a kidnappé une petite fille, et cette petite fille serait potentiellement la fille d'un certain Bruce Wayne. Donc on replace très vite les choses dans leur contexte. Une jeune femme vient taper à la porte du manoir Wayne, accompagnée de sa fille, en disant que voilà, c'est sa gamine et qu'elle veut de quoi subvenir aux besoins de la gamine, sachant que quand Bruce Wayne la regarde de pied en cap, il se rend compte que elle a, comme qui dirait, des espèces de piqûres de moustiques, mais de gros moustiques sur le bras, hein. Et il n'a strictement aucun souvenir de cette nana. Donc voilà. Il l'envoie un peu chier, quoi. Il l'envoie clairement chier. Enfin, en même temps, quand il l'envoie chier, il y avait quand même Catwoman qui l'attendait dans sa chambre. Voilà, il l'envoie chier. Maintenant, il l'envoie chier. Il était un petit peu occupé à ce moment-là à jouer à chat dans la chambre. Et donc le Joker s'empare de cette gamine et Batman essaye de la délivrer. Voilà le pitch général. Alors, sachant qu'en fait, dans cette bande dessinée, on va croiser, on va dire, une espèce de résumé d'une bonne partie des super vilains, les plus grands, en tout cas, les classiques du Batman. Voilà. On écume. Voilà, on écume les grands personnages de l'univers de Batman à chaque fois dans les rues de Gotham, de nuit, de jour, etc., etc. On est dans une enquête de Batman. Alors, ce sera en 2 tomes. Là, c'est que le premier tome, hein, donc c'est pas terminé. Le Batman en question est titré The Dark Prince Charming. Le côté charming, Prince Charming en tout cas n'est pas tout à fait là, n'est-ce pas, mais Dark en tout cas, ça c'est sûr. Le dessin est intéressant. À titre personnel, je vous avoue que je m'attendais, parce que vous m'avez sorti, c'est le Batman de Marigny, oh là là, ça va être beau, wow. Bon, j'adore. Je vais reprendre mes termes. Je t'ai dit, c'est Marigny au dessin. Et moi, j'aime beaucoup Marigny. Je suis fan du Scorpion. C'est très joli. Ça me plaît. Voilà. C'est parce que j'aime, parce qu'on va encore être dans une situation où on va aimer le truc, mais pas pour les mêmes choses avec Thierry. Et donc voilà. Donc personnellement, le dessin m'a laissé un petit peu pantois. Pas tant dans la gestion des couleurs que dans la mauvaise gestion des mouvements. Je trouve que tout est figé. Ça manque cruellement de dynamisme. C'est même les scènes d'action sont plates, quoi. Et pourtant dans un Batman, les scènes de castagne, c'est pas ce qui manque. Donc moi j'aime. Voilà, je suis resté sur ma fin de ce point de vue-là. Concernant le scénario, je suis pas non plus très emballé. Voilà, je trouve qu'on sort les grosses ficelles et les gros classiques. On n'est pas dans quelque chose de très révolutionnaire. Bon, voilà. On va dire que pour donner un avis définitif, j'attends le tome 2. Ok. Mais je fight, ok. Tu attaques le fight, tu me laisseras conclure. Voilà, j'ai déjà dit graphiquement pourquoi ça. Juste le fight avec la bande de Killer Croc. Ouais. Le fight avec Killer. C'est pas, ça n'a pas de mouvement. Vas-y, mais remets-la moi, fais voir. Je veux dire, remets-la moi. Vas-y, remets-la moi. Je te la remets si tu veux, mais donc bon, elle arrive, ok, ça c'est un classique. J'arrive, je suis tout droit devant vous parce que j'ai tout se défoncer. Après, dans un Batman, t'as pas non plus 50 pages de fight. Non, tiens, mais bon, peut-être que celle-ci est moins mauvaise que le reste. Mais ensuite, il se fight avec et là, bam, mais bam, regarde bam. le visage de Killer Croc. Enfin, il change à chaque case. Enfin. Reviens les 2 pages avant. Ouais, non. Alors la fouillou. Non, bah écoute. Fouillou, voilà, c'est le mot. Bon, on n'est pas d'accord. Ouais, non, là on va avoir un désaccord net et. On est en désaccord. On est en désaccord. On règle ça tout à l'heure dehors. Hein. Ouais, au sabre. Alors, graphiquement, moi ça m'a quand même beaucoup plu. Au niveau du scénario, on m'en a dit tellement de mal que je m'attendais vraiment à avoir de la merde entre les doigts. Finalement, il y a d'autres personnes qui ont fait du Batman et qui n'ont pas fait des scénarios qui étaient non plus de ouf au-dessus de celui-là. C'est un scénario qui est tout à fait honnête. J'ai quand même passé un très bon moment.
J'ai trouvé que le petit truc avec la fillette est quand même intéressant. Parce que ça rajoute un truc que j'avais pas encore vu. Ah non, mais je dis pas que je l'avais pas vu dans d'autres trucs, mais avec Batman, je l'ai pas encore vu. Voilà. Là, de suite, ils vont me dire, ah ouais, mais rappelle-toi, on lui a mis 2 couettes, ça fait Pocahontas, et c'est Avatar. C'est bon. Non. Un truc que j'ai bien aimé, c'est le découpage des pages. Ça, oui. Oui, Le découpage des planches est très bien fait. Ça, pour le coup, c'est dynamique. Plus dans le cadrage que dans le dessin, à mon sens. Allez, je remets déjà un peu les choses dans le contexte. C'est une collaboration. Alors, ils ont mis Dargo dessus, mais c'est Ouais, Urban Comics, parce que c'est Urban Urban Comics qui gère un peu le bébé derrière. Et DC Comics en live. C'est-à-dire qu'ils se sont vraiment mis en live pour que ça sorte en même temps aux États-Unis qu'en France. Donc, un titre très important pour. C'est la Mondovision, quoi. Voilà, un titre très important pour Urban, une collaboration très importante. Il y a une com de malade avec Jim Lee et Marini qui buvaient des coups ensemble. Enfin bon, bref, le truc, trop la fête, ça va être le truc au top. Sur le dessin, je suis plutôt côté Thio. Moi, je trouve le style de Marini superbe. Il a su se détacher de ses influences un peu trop marquées de ses débuts sur Gypsy, par exemple. Ses influences automesques, qui est un peu trop marquées. Il a su mettre du dynamisme. Il a su recréer des personnages et des designs que je trouve très très bien. Maintenant, c'est quelque chose genre un Elseworld, c'est-à-dire que ça se passe hors continuité totale. Faire un truc qui se passe hors continuité, qui apporte si peu d'originalité, je vois pas l'intérêt. Pour moi, les Elseworlds, ça va être des trucs comme Red Son, le Superman qui est tombé en URSS. Ça va être le truc comme Batman qui est un vampire, Batman by Gaslight. Ça va être quelque chose qui va apporter quelque chose. Là, en fait, le gros problème que j'ai pour moi, c'est qu'on a dit à Marini, Marini, tiens, je te donne des figurines. Et là, tu vois Marini qui l'a fait. Oh, je suis Batman. Oh, je vais me taper contre le Joker. Oh, je suis Catwoman. Ou si je lui enlevais ses vêtements. Voilà. T'es d'accord que elle ne sert qu'à ça. Voilà. Je trouvais ça très réducteur sur la présence de Catwoman. Ensuite, non, elle sert aussi dans une scène de course-poursuite aussi, je crois. Ouais, enfin bon. Ensuite, sur le côté elle est en cuir sur la moto. gestion de l'affiliation, sortir si peu de temps après le magnifique arc qu'on avait eu sur la gestion de l'affiliation avec Damian Wayne, qui était quand même un peu une énormité, quelque chose de super bien réussi. Là, tu peux pas me contredire. Ah, je comprends pas. Là, t'arrives sur un truc, mais ouais, enfin bon. Oui, mais on a vu des trucs pires chez Batman ou chez Daredevil. Oui, on y viendra. Sans pour autant, voilà, je veux dire, le mettre au pilori, quoi. Je dis pas que c'est mauvais, je dis que moi, c'est dommage, ça apporte pas grand chose en dehors du travail du dessin de Marini qui est superbe. Mais je te dis que putain, le scénario, il était honnête, quoi. Tu passes un bon moment, le dessin est génial, le scénario est moyen, honnête, c'est bien. Tu t'es pas dégoûté non plus, faut pas abuser. Non, mais j'ai pas dit que j'étais dégoûté, je dis juste que j'ai une grande déception. Voilà. Ah, mais t'inquiète pas, moi c'est après que je vais la voir ta grande déception dans ton émission. Bon alors, Mathieu, si on devait résumer, dans la colonne plus, tu mets quoi? Le dessin? Le dessin. Et dans la colonne moins? Bah rien. Après je mettrai pas le scénario en plus ni en moins, tu vois. D'accord. Pépier, toi? Ah oui, colonne plus, dessin, colonne moins, scénario, ouais, non, Ouais, ok. Donc toi dans la colonne moins tu mets tout en fait. Non, je mets... Non parce que la couve est bonne. La couve est bonne, les couleurs sont bonnes, les cadrages sont bons, le découpage des pages sont bons. Maintenant, ça, je trouve que c'est dans les alinéas petit 1, petit 2, petit 3, machin. Les deux grandes bases, ça reste quand même le dessin, la couleur, enfin les trois grandes bases, dessin, couleur, scénar. Le scénar, à mon sens, il casse vraiment pas trois pattes à un canard. Le choix de balancer des personnages de droite, de gauche en permanence. On est dans une espèce de surenchère permanente. Il y a, je sais pas. Je suis d'accord avec toi, Pierrick, quand tu dis qu'on a l'impression que Marini s'est amusé un peu comme un gosse. Mais je suis super content pour lui. J'adorerais pouvoir m'amuser avec Batman. Sauf qu'à un moment donné, ça marche plus, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est pas parce que tu sors ta caisse à jouer, que tu t'éclates avec ta caisse à jouer dans laquelle tu as des Playmobil, des G.I. Joe, un Power Rangers, une Barbie et un poney, que forcément ça va faire une bonne histoire. Et là, quoi, tu le vois. crossover aurait été vachement plus intéressant. Et le crossover aurait pu être très rigolo. Mais ceci étant dit, voilà, c'est pas parce que lui il s'amuse que forcément ça fait un produit réussi à l'arrivée. Oui, effectivement, tu sens que sans doute il s'amuse et qu'il a, vu que c'est un fan de comics, il a dû se jubile régaler. le mec, on voit le mec il sent le plaisir de faire bien ça. sûr, voilà. je suis d'accord avec toi. Maintenant, c'est pas pour autant que ça fait quelque chose de bien à l'arrivée. Alors, le travail des couleurs est bon. Il faut dire ce qui est. Maintenant, les choix de scénaristiques sont vraiment à la traîne. Et je trouve que c'est ce qui vient faire pêcher
l'accumulation du coup de dessins différents, machin, tout ça. Voilà. Donc, Je trouve quand même super dur, les gars. bah écoute, moi ça m'a vraiment pas emballé. Peut-être parce que je m'attendais à mieux. Peut-être parce que j'aime le Batman un peu dark et que là pour le coup les couleurs sont très colorées et que les derniers, si quand même. Oui. Ah, Oui, mais c'est côté Joker. Ouais. Quand t'es chez le Joker, c'est vachement. Ouais, mais- sinon ça reste. Donc voilà. Enfin moi je reste très dubitatif et je ferai un avis définitif avec le tome 2. 999, numéro 2, Thio. Nous avions parlé du numéro 1 il y a peu. C'est rare qu'on enchaîne les tomes aussi vite. Surtout, c'est que là, les sorties ont été très très proches. Donc, nous vous rappelons, une troupe d'enfants avait retrouvé une relique dans une grotte paumée au plein milieu de nulle part. Ils avaient aussi récupéré un chat qui avait l'air un peu zarbe. Ouais. Bon, pour un chat, c'est normal finalement. Et ils avaient dû fuir leur village parce que ils avaient mis le feu. Je sais plus à quoi, l'église, non? Je sais plus. Enfin bon, grosso modo, ils s'étaient tirés avec donc le prêtre qui voulait les brûler parce qu'ils étaient hérétiques. Ils se sont retrouvés dans un marais. On les avait laissés là au numéro 1. Là, le marais va être attaqué par les adultes parce que dans le marais, les enfants ont fait un village où ils arrivent donc à se nourrir, à se protéger des adultes et ils sont contents. Donc ils fuient ce marais, ils vont se retrouver en bord de mer. En bord de mer, là, ils vont découvrir que certains d'entre eux ont une affinité avec la mer, avec le reste du monde, avec autre chose. Enfin bon. Et certains vont commencer à avoir une histoire d'amour. Mais en fait, c'est une sorte de temps béni où ils sont super heureux, super contents, super winning, quoi. C'est happy flower. C'est un beau roman. Voilà. C'est une Sans la belle nationale. histoire. C'est une romance. Forcément, d'avant-hier. dans ce côté idyllique, ça va partir en quenotte. Hein. L'importance de la quenotte, ça va être qu'ils vont retrouver le prêtre totalement hérétique qui veut les faire cramer. Et on lui pèlera le jour. Et après, je n'irai pas plus loin parce que du coup, ce serait révélé en fait vraiment tout le scénario. Voilà. Alors, ce scénario, justement. Graphiquement, écoute, moi j'ai trouvé ça Et joli. sinon, ce scénario. J'ai trouvé ça joli. J'ai trouvé que voilà, les passages te font quand même bien vivre le côté un peu seul, un peu isolé. Au niveau des couleurs, tu as bien vraiment la période bénie où ils sont tous ensemble sur le bord de mer, où tout va bien, où ils sont vraiment contents. Et après, ça va être mal en pis, quoi, à chaque fois. Et ce scénario. Et donc, à ce niveau-là, au niveau des couleurs... Je vais parler du dessin, comme ça j'enchaîne si tu veux. Et tu reviendras le plus tard possible pour... Au niveau des couleurs et du dessin, clairement, je trouve que c'est vraiment bien représenté. Alors moi, je trouve que c'est du niveau des plus grandes BD historiques chiantes. Le dessin. C'est efficace, pas dynamique. Le gars, on sent qu'il a bien étudié son époque, qu'il a bien étudié ses marais et voilà, et ses plages. Ouais. Que c'est bien. Bon, les personnages, je les mélange tous. Hein. En plus, ils ont des prénoms à coucher dehors. Ouais. À aucun moment, j'ai réussi Mais à déjà, savoir. dans le premier tome, c'était déjà la merde. Et puis ils ont des pouvoirs, mais oui, mais bon, ouais, c'est bien. Et après, et le chat. oui, le chat qui en fait est un chat, immortel, Turold. qui est un immortel qui arrive à communiquer avec eux et qui leur dit, en fait, qui nous raconte l'histoire. Mao, j'ai faim. Il ne communique- Mao, moi j'ai des crêpes. il ne communique pas avec tous, Oui. parce qu'il y en a qui ne l'entendent pas. Ouais, mais ils apprennent à tous communiquer avec et ils racontent l'histoire et on arrivera au scénario pour la suite. Donc oui, voilà, j'ai donné mon opinion sur le dessin. Efficace. Et à l'ancienne. Voilà, un peu Ça, vieux. je suis d'accord, mais je t'ai pas dit le contraire. Bon, maintenant, on parle du scénario. scénario, donc c'est ça. Les Ouais. absents ont Bon, toujours tort. Je te laisse entamer, donc. Le avais la parole. scénario, comment dire, qu'est-ce que ça raconte? Alors c'est une adaptation de roman et ça se sent, hein, parce que Ah, mais parfois, les c'est bons pas gros une bonne pavés idée. de texte au milieu, c'est bien. Et puis en plus un style qui est pas lourd pour un brin en Non. termes d'écriture. Ouais. Waouh, j'ai eu l'impression, tu sais, de lire sorte de livre qu'on te forçait à lire au collège, que tu trouvais bien lourd, tu vois. J'ai eu cette sensation, ce retour, alors que c'est des livres, je pense, que j'ai lu au collège, que je les relirais maintenant, je dirais, c'était bien écrit, en fait. Là, non, juste cette impression. Et en fait, on sait pas où ça va, parce qu'en gros, les jeunes, ils sont poursuivis, ils sont dans la merde, et puis voilà. Et oui, en fait, ça raconte rien, j'ai rien compris. Je suis passé totalement à côté de ce bouquin. Sans compter en plus qu'à des moments, du coup, parce que un roman c'est long, en fait ils ont fait carrément des pages Des avec grandes coupes, ouais. Non, ils ont fait une page avec un grand décor
Et là, en fait, tu as 3 pavés de texte qui te racontent tout ce qui s'est passé dans la ville, par exemple, pendant que les enfants étaient partis. Et voilà. Et donc ensuite, hop là, tu reviens, flashback. Oh, c'est un petit flashback arrière, tu vois. Hop, on revient dans le temps présent et on continue l'histoire. Mais Est-ce qu'au moins la petite pause avec les pavés de texte était utile pour la suite de l'histoire? non, alors c'était intéressant parce que du coup, tu comprenais un peu plus de choses. Mais en fait, ça tue le Ça rythme. tue le pseudo-rythme. Ouais. Alors, j'ai pas voulu la faire, mais je te remercie. Oui, je l'ai bien senti, Matt. Ouais, ça a tué le pseudo-rythme en fait. Et là, d'un coup, en fait, voilà, ça te fait une gros temps mort, quoi. T'es pas. Ouais. Ok, attends, je me farcis le texte. Alors, Et je moi, repars. j'ai pas lu le tome 2, hein, mais honnêtement, dès le tome 1, on a quand même les prémices d'une petite glissade vers le pas terrible. Hein. Bah, c'est surtout, c'est que. Le tome 1, c'est censé quand même poser des bases solides. Comme l'a dit Pierrick, on est infoutu de donner le nom des personnages. C'est quand même pas bon signe. On voit pas bien quelle est leur quête. C'est quand même pas bon cible. Quand sur un diptyque, le premier tome n'a même pas servi à poser l'intrigue générale et les personnages, c'est quand même pas super encourageant pour la suite. Maintenant, on lui avait laissé sa chance, n'est-ce pas, tel Marini. On verra pour la suite. Enfin, et la suite, là, pour le coup, elle a été vue sur le tome 2 de 999. Et bon, c'est pas une franche réussite, quoi. Non, c'est clairement pas une franche réussite. C'est plus qu'indigeste. Après la fin, je pense que dans le bouquin, quand tu es en train de le lire et que tu te retrouves avec cette fin-là, et que justement tous les morceaux s'imbriquent pour former, on va dire, le pulse global, et que d'un coup tu fais waouh. Ben, je pense que dans le bouquin ça fonctionnait vachement bien, mais dans la bande dessinée, vraiment pas du tout. Alors je serais presque curieux de lire le bouquin si j'avais beaucoup d'heures à perdre, mais non, voilà, là je suis un peu triste pour eux, mais vraiment ça m'a. Est-ce que je peux vous pas du poser tout une plu, question, vous qui l'avez lu? Le chat reste un chat tout le long du Ouais. bouquin? Oui. D'accord. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi sur la couverture il ressemble à une espèce de loup? C'est parce qu'il est un peu plus en avant par rapport aux enfants et donc il a l'air plus gros. Oui. C'est un effet de profondeur. Non, mais quand même. Voilà. Sans parler de l'hommage à la vague. Voilà. Non, mais quand même. Hein? Donc Parce voilà, que- donc on lui a donné sa chance, on a tout fait pour, mais là je suis désolé, moi ça m'a vraiment pas convaincu du tout. Non, idem. Bon, ben 999, Oui, à l'aube de... 666, Non, mais alors, en fait, le problème, c'est qu'il nous À avait l'aube tout résumé dans le de rien du tout. Il nous avait tout résumé dans le sous-titre, quoi. Je veux dire, c'est à l'aube de rien du tout. Voilà. c'est ça. Ils Voilà, nous l'ont dit dès le tome 1, ils nous l'avaient Non, mais dit, ils on étaient aurait dû, honnêtes, on aurait dû. Ils étaient honnêtes. Mais de Voilà. toute façon, regarde, c'est le diable. C'est le diable. À l'envers, oui. À l'envers, c'est le diable. Gants noirs. Alors, nous suivons les aventures. Alors déjà, on va vous prévenir, hein, on aime bien Frédéric Chabot parce qu'on a bu des coups avec et qu'il est cool. On a bien aimé le voilà. travail de Julien Monnier Monnier, aussi on sur d'autres a bu bouquins. moins de fois des coups avec, mais on a bu des coups avec. On a Ouais. bien aimé son travail sur d'autres dessins. Gants noirs, donc c'est un jeune homme Monsieur Wood. Non, c'est le tome 2 voilà. et le premier Oui, tome je- s'intitulait Gants Blancs. Voilà, Gants blancs. Donc, essuie des aventures de Monsieur Wood, Jonathan. qui en gros a réussi à choper une sorte de malédiction. Il a un tatouage qui grandit en lui et qui lui donne des pouvoirs. Et il est une des rares personnes à réussir à résister à la puissance de ce tatouage qui le rend de plus en plus dangereux. Le bouquin a une structure assez intéressante, c'est qu'on a des chapitres assez courts, proches de la nouvelle, qui pourraient très bien faire des histoires un peu complètes, je veux dire, tu sais, dans un magazine à suivre, ce genre de choses-là, Complètement. et qui essayent de s'inspirer de plein de styles un peu différents de l'horreur à l'ancienne. Donc horreur fin 19e. Ouais. Donc On est sur des espèces de mythes connus à chaque fois. qui va être le coup du vaudou, qui va être le coup un peu du truc un peu Lovecraftien, c'est un peu la base hein, d'ailleurs le côté Lovecraftien. Ouais. Voilà, et donc on va avoir un petit peu toutes Jack ces... l'Éventreur dans le premier. Non, il n'y était pas justement. Ouais, On avait discuté en interview. discussion. Voilà, donc là, le gars poursuit son tour du monde pour essayer de trouver comment s'en sortir. Et il se rend compte qu'il y a un gars qui le suit, qui est toujours sur ses traces et qui cherche les mêmes objets qui permettraient de le guérir ou d'amplifier son pouvoir et qui lui porte un gant noir. C'est le grand méchant de l'affaire. Et voilà, pour le pitch, sinon après, ça serait un peu... On peut quand même dire qu'il a un acolyte qui le suit depuis quelques aventures et à qui il a sauvé la vie et qui le suit coûte que coûte.
On ne sait pas forcément pourquoi au démarrage, mais on l'apprend dans ce 2e tome. Il fait la connaissance d'une jeune femme avec qui un lien assez fort se crée d'emblée, dans un premier temps dans la haine et la colère, et puis ensuite de manière plus sympathique. Donc voilà, il y a des rencontres qui se font au-delà de ces petites... je suis d'accord avec toi, Mathieu. Jeu de langue, mais ne commentez pas vilain. les gestes obscènes. Donc voilà, on a des différents personnages qui restent et qui accompagnent Jonathan tout au long de ses juste pour donner, péripéties. dans ce tome, on se balade entre le Japon, les Himalayas, le Tibet, Budapest, Ouais. Londres, et Londres. globalement. Et l'intrigue, bien sûr, trouve sa fin, sachant qu'elle est, du point de vue, entre guillemets, du fils de Jonathan Wood, qui a récupéré les papiers, enfin le journal de son père. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, et on est très proche aussi vraiment du roman feuilleton. Voilà, c'est ça, du roman feuilleton à l'ancienne. Complètement. Et c'est un bel hommage à ce niveau-là. Je crois que voilà, le pitch, on est allé là-dessus. Maintenant, je vais demander l'avis de Thierry, tiens. Ah ouais, tu attaques direct. Ouais, moi je suis comme ça. Tu attaques direct. Alors, mais le dessin, tu veux pas en parler un petit peu avant? Le dessin et les couleurs de Julien Monnier. Parle du dessin, vas-y, parle du dessin. On parlera du scénario. Ouais, Thierry, Thio, le dessin, vas-y. Hein. Bah écoute, moi ce que je trouve quand même qui est vraiment super avec Julien Monnier, c'est qu'à chaque fois, il arrive à me surprendre. À chaque fois, il y a quelque chose de nouveau dans son dessin. Ouais. Et il arrive à se faire à des changements de style. Alors même si ces personnages restent quand même, on va dire, reconnaissables quand tu commences à en lire beaucoup de lui, mais le style est différent des bouquins précédents et voilà. Oui, c'est beaucoup plus gras là. C'est vrai. Non mais attends, non mais attends, je trash pas en disant ça, Matt. Oui, il y a un trait un peu plus gras, un peu plus sombre. Matt, il a tellement peur que il tend le dos, Thierry il tend le dos. qui dit oh, il est là, putain, il va encore le pourrir. Moi, j'ai bien aimé, bordel. Bon, donc au niveau du dessin, voilà, j'ai bien aimé, c'est quand même très sympa et Julien Monnier arrive toujours un petit peu à se renouveler et à nous amener dans un style différent. On reste dans une narration très classique quand même au niveau classique, mais après, voilà, mais le dessin est efficace. Après, je trouve que les aventures un petit peu cthulhiennes que tu as à un moment donné au Tibet sont bien dessinées, ni trop, ni pas assez. Ça fait juste le petit truc. Ouais, on ne fait pas des caisses non plus dessus. Voilà. Plus que du Lovecraftien, c'est comment il s'appelle l'autre qui a fait Conan. On est plus dans du Howard, je trouve, sur certains points dans cette histoire-là. Ouais. Voilà. Bah, le passage au Tibet quand même fait quand même très Moi, j'ai pensé Howard. Moi, Avec j'aurais les fait sortes de monstres. un mix entre du Lovecraft et les aventuriers de l'Arche perdue. Ok. On s'en fiche, Tu vois, au on niveau faudra lui du demander ses design. influences Ah là-dessus. ben, l'air de rien, ça fait quand même déjà des bonnes idées pour le scénar quand même. Oui, ça fait- pour le dessin, bien sûr. Non, mais voilà, disons que moi, j'ai trouvé que le dessin était intéressant. J'aime beaucoup la couverture d'ailleurs, tout comme la première. Côté dessin, moi, je trouve que c'est assez cohérent. Après, on pourra toujours reprocher des choses de droite, de gauche. Moi, il y a quelquefois sur l'acolyte de Jonathan Wood, je trouve qu'il a des angles de vue ou des proportions qui sont pas forcément respectées, etc. Mais bon, ça c'est du détail, on s'en fout, c'est pas forcément l'essentiel là-dessus. Pour moi, la problématique, elle est plutôt liée au scénario, où on est dans... on en avait parlé avec Fred Chabot, c'est ce qu'il voulait faire. Il voulait faire un voyage avec plein d'étapes, des choses qui étaient assez... alors moi, je vais dire caricatural. Lui, il aurait sans doute utilisé d'autres mots, mais disons que c'est très cliché, somme toute, dans les choix qui sont effectués. Et c'est peut-être ce qui me gêne le plus, c'est qu'on... la frontière entre la facilité et l'hommage, on pourra en débattre pendant des heures et des heures, mais ça me dérange un petit peu que sur l'ensemble des voyages, je crois qu'il y a 7 étapes ou un truc comme ça, sur les 2 bouquins, peut-être 8 ou un truc comme ça. À chaque fois, on est sur du grand classique, sur des gros clichés, sur des simplicités, et moi ça m'embête un petit peu sur la longueur des 2 livres. J'aurais aimé découvrir des choses, alors hormis la scène dans l'Himalaya, qui elle pour le coup est complètement fantastique, sinon pour le reste on est dans des choses, dans des mythes classiques, quoi. Et c'est ça qui m'embête un petit peu. Mais voilà, mais au milieu de ça, on a des vraies bonnes idées.
au niveau du scénario, il y a des choses qui sont intéressantes, des rebondissements qui sont intéressants. Mais il y a des invraisemblances, moi, qui me fatiguent. Alors, oui, Fred Chabot pourra en parler, pourrait s'expliquer sur le timing au niveau des trajets. Enfin, moi, partir en montgolfière. Si je vous emmerde, faut le dire, hein, tous les deux. Non, parce que là, ils sont en train de vérifier les angles de vue sur les couvertures, machin. Bon, on peut en parler après, les enfants, ou Bon, Mais on t'écoute en même temps, on peut faire deux choses à la fois. C'est ça, ouais. Je reprends pour les deux du fond. Donc, Putain, ces instits, quel bande de casse-couilles, je te hein. jure. Donc ouais, moi je trouve qu'il y a des invraisemblances au niveau du timing. Je parlais du coup de la montgolfière. Ils partent du Japon en montgolfière, ils débarquent à l'Himalaya. Bon, ils sont pas équipés. On est dans du Peul, pour s'en fiche. Mais ouais, mais le problème c'est qu'une fois, 2 fois, 3 fois, mais à chaque voyage c'est ça. Voilà quoi. Je veux dire, c'est. Attends, je te rappelle quand même que c'est un gars qui a un tatouage qui lui apparaît sur la Oui. main. Et du coup, il a des super pouvoirs. Honnêtement, on s'en Non, bat les mais couilles, d'accord, mais enfin, quand tu parles d'un Indiana Jones, on a aussi du mystique, on a aussi de l'ésotérique. C'est pas pour autant qu'il traverse le monde en un claquement de doigts, sans s'y être préparé, sans un minimum de trucs. Je sais pas. Il y a plus de vraisemblances. Et moi, je trouve que les invraisemblances dans les trajets, notamment dans les rencontres, dans la façon dont les énigmes se résolvent. Putain, ça va vite. Il y a plein de raccourcis, quoi. Voilà. Alors, je sais pas. Peut-être que ça aurait mérité plus de temps, plus d'espace, plus de pages. Je ne sais pas. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de raccourcis. Donc, pour résumer, pour ceux qui aiment le pulp à l'ancienne, je pense que ça fonctionne. Et puis, si vous trouvez que ça fait un peu vieillot suranné, c'est pas pour vous, quoi. Je crois que j'ai bien résumé. Hein. Ouais, mais même au-delà du vieillot et suranné, hein, parce que dedans, il y a des choses, moi, qui m'ont plu, hein, et notamment au niveau graphisme. Mais voilà. Moi, T'es d'accord que les monstres que tu vois au Tibet, ils ont un design du kitschissimo possible. Ah, pas du tout. Moi, j'ai trouvé ça génial. Hein, Tu vois, j'en ai même pas parlé parce que ça me dérange pas. Tu vois, c'est pas ça qui me dérange. Il y a d'autres éléments qui m'ont perturbé dans la lecture et ça en fait pas partie. Donc, alors, du coup, en fait, finalement, ce qui t'a perturbé, c'est les trajets. Et que ça. Donc, en fait, tu nous as fait tout un Non, fort, je t'ai dit aussi dans la résolution de chacune de ces micro-épreuves. Je vais le déchirer en deux, finalement, avec que les trajets qui t'ont fait chier. Ah, ça va, c'est bon. Bon, sinon, moi, je trouve que scénaristiquement. Attends, j'entendais un truc énorme, quoi. Alors, scénaristiquement, moi, j'étais quand même assez surpris par la résolution. Ouais. Parce que c'était clairement pas un personnage que je voyais arriver. Je me suis pris en pleine gueule. Donc, ouais, l'identité de Grand Noir. What the fuck? Et pourtant, quand tu prends du recul, ça tu prends du recul. À la fin du premier, si tu le sais déjà. Hein. Alors là, on va refeuilleter le premier. Reprends le premier, hein, mais t'as une tonne d'indices. Hein. C'est quand même un peu, voilà. Le retour de Boomerang, finalement, il est. Enfin, moi, il m'a pas semblé invraisemblable. Ah si, il y a un gros défaut quand même, scénaristiquement. Je peux me permettre de citer un gros défaut. C'est un diptyque. C'est construit sur le fait qu'il y a un fils qui va lire le bouquin derrière. Voilà. Et en fait, quand tu arrives dans le tome 2, à aucun moment, ce côté-là est réintroduit. Oui, c'est vrai. Avant la fin. Enfin, voilà. À aucun moment, c'est réintroduit. Et comme d'hab chez Fred Chabot, tu sens qu'il a écrit une histoire et qu'on lui a fait balancer en deux tomes. On lui a fait trancher en deux, ouais. Voilà. Et c'est vraiment dommage parce que pour le coup, je pense qu'il aurait dû réussir à se négocier au moins deux pages pour au moins réintroduire son histoire avec le fils dans le début du tome 2. Quoi. Complètement. C'est vrai. Mais c'est peut-être qu'il a essayé, qu'il a foiré. Bon, donc du coup, pas de coup de cœur alors? Non, pas de coup de cœur sur le diptyque Gant Blanc, Gant Noir. Non, mais c'est dommage parce que voilà. Il y a des choses qui m'ont plu dans ce bouquin, mais voilà, moi les incohérences sur la longueur, ça m'a fait sortir du bouquin. Les Morts qui marchent, tome 28, vainqueur. On retrouve sur une très belle couve qui nous montre Negan, les mains sur les hanches, avec un grand sourire d'enculé sur son visage, avec donc des gens agenouillés devant lui. Et là, on s'attend au pire. Donc, petit rappel, donc les morts se sont réveillés. Rick, un ancien shérif, combat les morts. Voilà, c'est Rick Hunter. C'est avec Rick Grimes. Hunter était déjà pris. Donc, Rick vit tranquillement avec sa main en moins et ses survivants dans la petite ville d'Alexandria. Il vit tranquillement avec sa main en moins. J'aime bien. C'était juste pour situer le truc, quoi. Ils ont
affronter donc un nouvel ennemi, c'est les chuchoteurs. Negan, qui a été libéré, a tué l'alpha, qui était donc le chef des chuchoteurs, et le bêta, qui était donc le chef, Le sous-chef. a essayé donc justement de détruire la tribu de Rick et donc les différentes communautés qui s'étaient rassemblées sous sa coupe, même si c'est pas exactement ça, mais on en reparlera après. Et Dwight pensait que ça y est, ils avaient battu les chuchoteurs, ils avaient réussi à tous les fumer, mais sauf qu'en fait les bêtas avaient réussi à envoyer une méga putain de horde de chuchoteurs, De centaines, de rôdeurs, milliers de zombies. sur Alexandria, qui est en train de se faire à la limite raser. Donc on se retrouve dans ce tome avec Alexandria qui est un petit peu encerclée par les rôdeurs, tous nos héros qui sont en train d'essayer, on va dire, de sauver ce qui reste d'Alexandria, surtout des gens qui vivent dedans. Et Rick qui va être un petit peu, qui je trouve totalement spectateur dans ce tome, avec Negan qui prend vraiment les commandes. En fait, Rick essaye de prendre les commandes, mais en fait, il y a plein de choses qui font qu'il en est empêché, en fait. C'est ça. Et du coup, Negan qui finalement donc, dirige et qui en fait vraiment là m'a laissé sur le cul parce que je me suis dit, ouais, Il est bien écrit, ce perso, en fait. il est bien écrit ce perso. Et en fait, c'est pas tant un enculé que ça. Pas tout Oui, le temps. Mais pas pour les bonnes raisons. Voilà. Enfin bon, je trouve une très bonne fin de cycle sur Walking Dead. Je sais pas du tout ce qu'il va nous faire ensuite, parce que là, clairement, on se retrouve un peu sur une sorte de statu quo. Déjà, bon, on va spoiler un petit peu, mais pas trop. Déjà, pour une fois, on est sur une fin de cycle où ils doivent pas tout recommencer à zéro. Oui. Ce qui est assez rare. Et l'autre point qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une partie des humains qui essayent de leur faire un coup de pute. Ouais. Voilà. Et c'est là que ça devient très intéressant parce que c'est les anciens acolytes de Negan. Et que quand ils voient que Negan est en train d'être libre et d'aider derrière, là, ils comprennent encore moins ce qui leur arrive. Surtout en fait que c'est tout le speech de Negan qui est Très bon speech. très bon speech. Parce que après il leur dit mais t'es con quoi. Oui, bah, avec son franc-parler C'est trop naturel. bon. C'est trop bon. Enfin voilà. Non, un tome qui est assez intéressant justement sur toujours les relations entre les communautés, entre les survivants et les façons de voir, on va dire, comment on survit. Voilà. Bon, moi j'ai ça m'a peut-être un peu relancé mon intérêt pour. Voilà, au bout de 28 tomes, ça tient toujours. Ça tient toujours. Bah, Il y a eu des moments de creux, hein, je t'avoue que là, je le disais des scènes des tomes, il y avait quand même des gros moments de creux. Les shooters, j'avais trouvé ça pas mal, l'idée pour le relancer. Là, on finit avec les shooters, a priori. Je pense que d'ailleurs, en fait, ils pourraient toujours revenir parce que Oui. la horde, les bêtas et les autres shooters sont toujours vivants. Donc peut-être qu'ils vont revenir un jour, mais là, sympa. Voilà, ça donne toujours envie de lire en tout cas. Moi, je trouve que déjà, ça y est, on sait clairement qu'on n'est plus sur les conflits entre personnes, on est sur les conflits entre communautés. Il y a toujours les têtes dirigeantes, les personnes qui sont un peu mises en avant, etc. On est toujours sur les conflits entre communautés, on est vraiment sur ce côté-là qui est mis en avant. On voit que ça vraiment, on en parlait déjà dans les tomes précédents, hein, mais voilà. On sait que si Rick saute, il y aura quelqu'un pour prendre sa place. Plus ou moins bien. Mais il y aura quelqu'un. On est aussi dans une série où il y a encore des morts tragiques et un peu tristes. Un peu pas mal même. Une. Voilà. Une en particulier. Voilà. Et ça reste... Vous avez sorti votre petite larme? Non, parce pas qu'on a du tout. l'habitude maintenant. Ok. Non, parce qu'en plus, non. Alors tu vois, même s'il y a des fois où il y a eu des morts qui m'ont un peu waouh, là, je m'en battais le steak, mais un truc de ouf. Pas totalement en ce qui me concerne, parce que c'est un personnage auquel je m'étais attaché, vu que ça faisait un moment qu'il était là. Ça y est, on vient de spoiler sans faire exprès. C'est un personnage. Oh mon Dieu! Il était là depuis un moment, point. Après, Voilà, mais... t'as pas dit c'est un homme ou une femme, c'est un chien ou un chat. Ça va pas trop dévoiler. Voilà, et il faut pas s'en prendre aux animaux. Merde, pardon, j'en ai trop dit. Bon. Ouais, ouais, la série reste sympathique. On a toujours, on va revenir un peu sur le dessin d'Adlar, hein, qui est un peu en mode automatique, je crois. Il maîtrise bien ses personnages. Keith Rathburn fait toujours des couleurs bien cool. Aidé je crois que c'est Godiano qui fait, c'est Stefano Godiano qui fait un peu d'ancrage aussi derrière. Je vais dire des couleurs. Oui, les couleurs, en fait, il fait tous les tramages. Ah d'accord, oui, parce que Voilà, non, quand je dis couleur, oui, c'est du noir et blanc, mais il y a tout le travail de noir et blanc, en fait, qui
Puis les couleurs en noir et blanc, mais il était un peu. Bah- Bon, ça, il était dans les temps, quoi. Honnêtement, pour le rendu final, il était dans les temps. Le fait qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe, ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est pensé pour le noir et blanc. C'est pas Marcel, juste. t'as fini ton taf? Ouais, moi c'est bon. Moi, couleur, je suis nickel. Je pense que ça reste un travail de mise en couleur entre guillemets. Putain, t'as super bien taffé sur les couleurs sur ce numéro. Ouais, putain, franchement, je me suis appliqué à fond. Là, j'étais au D'ailleurs, effectivement, ça va me faire très bizarre de marquer coloriste dans le résumé du truc. Cliff Rathburn, voilà. Bon bah obligé. Voilà, Walking Dead, voilà, si c'est une série que vous aviez un peu délaissée, tout l'arc sur les chuchoteurs vaut le coup, je trouve, et assez intéressant. Et puis je crois qu'on arrive à la fin de l'émission. Eh oui, on va se quitter déjà. Voilà. C'est fini. Comme Johnny. Ah oui, c'est vrai, Johnny et Jean. On vous dit à l'année prochaine. Ouais, Eh oui. en espérant que l'année 2018 sera moins terrible quand même pour les Bah, les chanteurs, les artistes en tout genre, les hommes de lettres, voilà. On a pris Et cette les année, quand femmes même. aussi. Ouais, ouais. Ouais, enfin comme tous les ans en fait. Sauf que maintenant c'est des gens qu'on connaît de plus en plus parce qu'on vieillit. Non, mais C'est un peu ça. C'est quand même des grands noms qui ont dégagé, quoi, tu vois. Enfin, dans les grands, il reste qui Elton John. Oh, ouais. 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 Ouais, Mick Jagger. Indochine. Mick Jagger. Non, des Non, grands, on a non, dit. mais- Ils sont tout petits. Ah, franchement, ils sont vachement grands en France. hein. Non, ils sont tout petits. En France. Non, tout petits. En On France vous dit à la semaine prochaine, à l'année prochaine, pardon. À l'année prochaine. Merci Ouais, de nous avoir écoutés ouais. jusque-là. Bien. N'hésitez pas à nous aider sur Tipeee, à cliquer sur les liens Amazon qui nous permettent de nous racheter des BD donc dans les articles, à nous faire des commentaires pour nous dire ce que vous pensez de notre travail parce que ça nous aide toujours parce que ça fait quand même un petit moment qu'on tourne un peu en roue libre en se faisant plaisir. Mais si on peut aussi vous faire plaisir, cela nous touche beaucoup. À très bientôt. Et puis, moi, j'aimerais bien vous chanter du Johnny, quoi. Mais... Ciao, ciao, bye, on s'en va, vite. À bientôt. Ciao. Bye bye.